Je m'en souviens. Avec Gilles Proulx. Bienvenue, chers auditeurs, et encore une fois, nous traçons avec vous le Montréal des 60 événements qui ont marqué l'histoire de la métropole. Bien sûr, je vous rappelle que nous avons élaboré 20 événements importants à l'intérieur du régime français et donc de la Nouvelle-France, partant de Maisonneuve et Jeanne-Mance. Nous avons élaboré aussi sur 20 événements importants dans le régime britannique qui nous a dominés colonialement parlant. Et là, nous sommes dans l'ère contemporaine et nous arrivons à l'année 1990. Qui est une année agitée sur le plan politique. D'abord, on assiste, hélas, à l'échec de l'accord du lac Meach, qui nous aurait permis d'avoir un statut spécial au sein du Canada, tel qu'avancé par le premier ministre Brian Mulroney, pour amener le Québec dans l'honneur et la dignité dans le giron constitutionnel. Incroyable, on a refusé ça. On nous donnait un petit pouvoir de mieux contrôler l'immigration, imaginez-vous, entre autres petits pouvoirs. À la veille de la Saint-Jean-Baptiste, Robert Bourassa, déçu parce qu'il était pour l'accord du lac Meach, rappelle alors au reste du Canada et aux fanatiques et aux Québécois eux-mêmes qu'ils restent libres de leur destin. Oh, le discours était tellement flamboyant, surtout en cette période des fêtes, que Jacques Parizeau traverse la chambre pour aller le féliciter et lui offre de faire cause commune, ce que M. Bourassa ne fera pas, évidemment étant dans la tradition de la peur. Toujours est-il que 2 semaines plus tard, le 11 juillet, la crise d'Oka éclate lorsque la Sûreté du Québec tente de forcer un barrage érigé par les Mohawks de Kanesatake, d'Oka, et qu'un de ces hommes est abattu par un warrior voyou sans qu'on ne l'arrête, parce qu'on avait peur d'être culpabilisé, parce que les Nations unies vont être sensibilisées sur le traitement que nous donnons à nos Amérindiens, alors qu'il n'y a pas eu un gouvernement plus libéral que le gouvernement de René Lévesque en termes d'élargissement d'autonomie accordé aux Amérindiens. Il ne pouvait pas aller plus loin, il n'est pas un pays. Alors, on n'arrêtera pas le coupable, et on sait qui ce que c'est. L'armée canadienne va intervenir un peu plus tard. Le siège sera levé au bout de 78 jours. Résultat de cette crise d'Oka, nombre de Blancs ne pourront plus occuper leur maison à Oka. Et des dizaines de milliers d'autres ne pourront pas utiliser le pont Mercier, qui est bloqué par des warriors de Kanawake cette fois. Et ces warriors étaient pour la plupart des voyous, des malfrats américains, dont certains se targuaient d'avoir été des Marines dans l'armée et pouvaient nous faire peur. Il n'en était pas ainsi dans la réalité, mais c'est le gouvernement qui avait peur. Au moment de la crise d'Oka, lorsqu'elle a éclaté, moi-même j'étais en vacances en Belgique, et c'est donc sur l'écran de télévision d'Europe que j'ai vu ce début de crise. Les Belges nous reprochaient de malmener nos Indiens. Indiens entre guillemets, bien sûr, parce qu'on parle d'Amérindiens. Quelques jours plus tard, quand les chefs amérindiens ont revendiqué tout le territoire, partant de Valleyfield jusqu'à Sept-Îles,
j'ai été abasourdi d'entendre des animateurs de radio ignares acquiescer à cette bêtise, tout en nous rappelant qu'après tout, nous devions aux Amérindiens de belles inventions, telles la traîne sauvage, les mocassins, le sirop d'érable, que nous leur avions volé le pays, ce qui est totalement faux pour ces ignorants. Champlain est invité à partager le pays. Et Champlain et ses descendants n'ont pas de passé génocidaire. Il faut enseigner et réenseigner l'histoire. Et la preuve, si nous avons tenu 200 ans de temps face à une armée britannique d'1,5 million, par rapport à nos petits 65 000 habitants, nous avons tenu pendant 200 ans de temps sans nous faire battre. Pourquoi? C'était grâce à nos alliances avec les Amérindiens. Nous étions donc amis de toutes les nations indiennes, sauf les Iroquois qui étaient à la solde des Anglais. Alors, toujours utile à entendre ces bêtises, on leur devait la traîne sauvage, les mocassins, puis le sirop d'érable, envoyez donc. Il n'en fallait pas plus pour qu'au micro de CJMS, je prenne fermement position en faveur des infortunés. Alors là, on me traitait de raciste. La plupart des animateurs jouaient la corde de la neutralité parce que ce sont des ignorants ou des peureux. Dans l'univers médiatique, seul avec Gilles Proulx, l'écrivain Claude Jasmin se rangeait à mes côtés. C'était la première fois que la caste médiatique, moutonnière et dogmatique, rejetait à ce point tout esprit critique. Elle voyait la caste médiatique, en quelque sorte, dans ces warriors mafieux et surarmés qui terrorisaient leur propre population pour la dominer de bons sauvages. Ils voyaient ces ignorants-là, mes chers auditeurs, le bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau. Robert Bourassa, désespéré, m'a appelé à 2 reprises pour que je lui expose ma vision de la situation qui était terriblement minoritaire chez les journalistes. Bref, je voyais dans cette crise un événement alimenté par une bande de voyous aux dépens de leur propre communauté. C'était pas les Iroquois qui étaient malhonnêtes là-dedans, c'était les manipulateurs qui les tripotaient, dont ils terrorisaient d'ailleurs les modérés. J'en ai eu quelques-uns en ondes. Je voyais bien parfois, lorsque j'en mettais en ondes, des Jean Jolicoeur, lui-même un Iroquois, que la version n'était pas la même que la propagande qui sortait de cette réserve et ce territoire. Je voyais bien aussi que cette crise se voulait une tentative de rappel à l'ordre du reste du Canada à l'endroit du Québec. Mettez le Québec au pas. Je recevais par la poste des excréments et des balles de carabine. Cette crise m'a incité à promouvoir constamment l'histoire et la mémoire pendant mes émissions et à la surprise générale, par 2 fois, mon livre Nouvelle-France, ce qu'on aurait dû vous enseigner, qui circule encore dans les librairies, publié d'abord en 92, vendu à 22 000 copies, ce qui est énorme au Québec, puis réédité en 2015, s'est avéré un succès de librairie. Comme quoi, chers auditeurs, l'aspiration à entretenir la mémoire est peut-être plus courante qu'on ne le croit. Hey ya di tiddly dum di day ya di tiddly dum. Hey ya di tiddly dum di day ya di tiddly dum. Day ya di tiddly dum di day ya di tiddly dum. Hey ya di tiddly dum di day da tiddly day ya. Hey ya di da da tiddly dum tiddly dum day. Hey ya di da da tiddly dum da tiddly dum. Ironiquement, mon intérêt pour l'histoire m'a beaucoup rapproché de plusieurs communautés amérindiennes chez lesquelles je me rends souvent pour m'entretenir avec elles du passé, de ce qu'il en reste d'eux-mêmes, de ce qu'a été leur histoire et de ce qui a été oublié et de ce que l'on voudrait nous faire oublier. Et c'est pourquoi en ce 375e, je lance un appel par ce micro, chers amis. Encore une fois, les communautés amérindiennes, vous avez votre place dans cette fête
qu'on ne vous célèbre pas, tout comme nous, les descendants de la Nouvelle-France. On ne nous célèbre pas. On va en faire une fête de pétards, encore une fête de projection électronique, une fête de tambour rock'n'roll, bien sûr, de guitare, tout en oubliant nos véritables racines. Vous avez un devoir, les communautés amérindiennes à l'écoute, de descendre dans la rue et de rappeler à la mairie et compagnie, tous ces autres effaceux d'histoire, qu'ils sont à l'origine de l'histoire, ces gens-là. Hey ya di diddly dum di day ya di diddly dum. Hey ya di diddly dum di day ya di diddly dum. Hey ya di diddly dum di day da di da day ya. Hey ya di diddly dum di day ya di diddly dum. Hey ya di diddly dum di day da di da day oh. La décennie 90 est importante en histoire et même au chapitre du sport, car nous avons vu mourir un temple qui s'appelle le Forum. En 96, le Canadien quitte le Forum. Alors, l'Église a peut-être perdu son emprise, il restait le hockey, mais pour combien de temps encore? La décadence du Canadien de Montréal, sa désacralisation, son anglicisation systématique, bref, la mort de cette institution bien-aimée a commencé le 11 mars 1996, le jour où le Canadien a dit adieu au Forum de Montréal. Ce temple du sport, ce haut lieu symbolique de la nation, est bientôt devenu un vulgaire lieu de distraction qui s'est affublé du ridicule sobriquet de Forum Pepsi, au coin d'Atwater et Sainte-Catherine. Mais ne l'oublions pas, les lieux aussi glorieux que le Comiskey Park de Chicago ont fini sous le pic des démolisseurs parce qu'ils étaient devenus vétustes, ce qui n'était pas le cas du Forum. Ce qui n'a pas empêché aussi les White Sox de demeurer une grande équipe. Au lendemain du référendum de 1995, que le Canada a dû truquer pour gagner, dilapider l'identité québécoise devient une obsession. On va désidentifier le Québec français notamment. C'est une obsession. Et toutes les occasions sont bonnes pour ostraciser le désir de vivre en français. Une guerre des drapeaux est engagée par Ottawa qui multiplie les unifoliés, les Canadian Red Maple. Les Nordiques de Québec ont déménagé au Colorado l'année précédente et le Canadien a de nouveau le monopole du hockey. Il va en profiter pour se dénationaliser graduellement. Chaque fois que l'équipe se vide de ses Québécois, des ticounes parmi les nôtres s'emparent du micro et du débat pour dire « L'important, c'est qu'il gagne. Moi, s'il gagne, ça me dérange pas la langue qu'il parle. » Pourquoi nos glorieux demeureraient-ils glorieux pour un public de provinciaux attardés sans fierté? Pourquoi respecteraient-ils des Québécois qui ne se respectent pas eux-mêmes? Bientôt, en la personne de Sakou Koivu, le Canadien se donnera un capitaine qui ne parle pas un mot de français et qui se contrefout éperdument du Québec, pour qui nous sommes une vache à traire, contente de se laisser faire. Et même marié une Québécoise, imaginez-vous. Et ça avait fait scandale. Koivu qui porte le C sur son chandail, qui ne parle pas français, mais le scandale s'est vite estompé. Toutes nos rages durent le temps des roses. Et depuis ce temps-là, les capitaines ont toujours été des unilingues anglais. Comme quoi, on conjugue avec la mort lente et progressive de Montréal français. En des temps si lointains que les Franco s'appelaient Canadiens, à une époque où l'époque était faite de crottins, on a réuni des hommes dont le destin commun est comme un film sans fin. En technicolore et tricolore, bleu comme le Saint-Laurent, blanc comme l'hiver, rouge
rouge comme le sang qui nous coule à travers le corps de l'équipe, c'est le cœur de la nation. Et chaque année faut clore avec une célébration. Ils diront jamais tel quel aux nouvelles, mais le tissu social de Montréal c'est de la sainte flanelle. Quand il est question de hockey, nous on fait pas dans la dentelle, ok, c'est plus qu'un sport. C'est une métaphore de notre sort. C'est ça qui nous ressemble, c'est ça qui nous rassemble. Anglo, franco, peu importe la couleur de peau. Si tu détestes Toronto, le sang qui bouge dans tes airs paraît aussi rouge. Mon frère que les chandails de nos vainqueurs qui luttent avec l'ordre des Canadiens pour une fois. Rallye tous les Québécois, vainqueurs pour le pire et le meilleur. Les Canadiens de Montréal, notre équipe nationale. En 1996, au moment du déménagement du Canadien, une procession symbolique est organisée pour permettre aux fantômes du Forum de rejoindre le centre Molson, sans succès. L'ovation, par contre, qui a duré 16 minutes, rendant hommage à Maurice Richard à l'occasion du dernier match dans l'ancien Forum, s'avère un au revoir, pas seulement aux Rockets, mais aux vrais Canadiens de Montréal, cette équipe qui nous appartenait. Depuis qu'il est directeur général du Canadien, il n'est plus là, heureusement, Bob Gainey massacre tous les records de francophobie. D'ailleurs, son entourage le dit aujourd'hui, à micro fermé. C'est Gainey qui a anglicisé l'équipe. On lui met ça sur le nez. Alors, toujours est-il qu'il va jusqu'à dire qu'il préfère des joueurs anglophones parce que, étant incapable de parler aux médias francophones, pourtant il parlait quand même un français acceptable, ils se font moins déconcentrés en parlant l'anglais. Quand la perspective d'un retour des Nordiques revient dans l'actualité, tout d'un coup, le Canadien a soudainement des volontés de québécisation. Mais ce n'est que du vent. Son rôle est de liquider la nation. En février 2016, pour la toute première fois de son histoire, le Canadien présente un alignement intégralement composé de non-francophones. C'est le rêve de Lord Durham qui se concrétise dans la Ligue nationale de hockey. Et au moment d'écrire ces chroniques, eh bien, le déménagement du Canadien du Forum au coin d'Atwater et Sainte-Catherine au centre-ville, une idée chère à Ronald Corey, le dernier grand président du Canadien. Après lui, ça a été le déluge. Eh bien, croyez-le par son geste, Ronald Corey, en choisissant ce centre-ville tout près de la gare de train et en même temps de toutes les bâtisses importantes du centre-ville, il a comme incroyable stimulé la construction d'une sorte de petit Manhattan au cœur de Montréal. Car ne l'oublions pas, depuis que le centre-ville est là, est sorti de terre une foule d'édifices et donc créant un nouveau centre, un véritable petit Manhattan. Et Ronald Corey s'en est-il aperçu au moment où il a décidé en 92 de signer l'acte de construction pour amener le Canadien dans ce secteur. Mais plusieurs regrettent encore le Forum. On dit même que 2 maires de Montréal, Pierre Bouc et Jean Doré, avaient offert à Ronald Corey de fermer la rue Closse du côté est du mur latéral du Forum pour agrandir le Forum de l'autre côté de la rue et ainsi faire un amphithéâtre qui peut accueillir 20-22 000 personnes, puisqu'il est un peu la règle exigée du Canadien. Alors, Corey a refusé au nom de la modernité et peut-être a-t-il eu un bon flair quand on voit ce développement extraordinaire qui se poursuit là où il est actuellement. Jouez au hockey, j'ai un conseil à vous donner. Jouez pas contre les Canadiens si vous ne jouez pas très bien. Il y a le joueur numéro 9 qui est vigoureux comme un bœuf. C'est notre beau garçon en or, il s'appelle Maurice Richard. Je parle de cette construction du Centre Bell, modernité, efficace, etc., qui fait quand même la fierté des Montréalais et des amateurs de hockey. Peut-être que l'équipe fait moins la fierté des Montréalais, puisqu'elle ne nous appartient plus pour plusieurs d'entre nous. Pour d'autres, c'est pas grave en autant que le Canadien gagne, mais il gagne pas tout le temps. Et
il faut saluer les architectes qui se sont mis à la table pour dessiner ces bâtisses. Mais avant la construction du Centre Bell, il y a eu d'autres architectes fort habiles qui ont agi à Montréal et qui nous ont laissé des véritables trophées, des témoins qui vont laisser leur signature. Il y a eu aussi un Italien qui nous a laissé de beaux trophées, Guido Ninchiri, un Italien. Lui, il est consacré comme grand architecte italien, mais il a vécu à Montréal. C'est un Italo-Montréalais. Il est consacré aussi une église italo-montréalaise, Notre-Dame de la Défense, qui devient le cœur de la petite Italie et qui le demeure encore. Un de ces architectes, Guido Ninchiri, comme je le disais, d'origine italienne, est un des plus grands architectes religieux du Québec. Mais Ninchiri a aussi honoré des contrats profanes, notamment pour d'autres gens sans nécessairement dessiner des bâtisses religieuses et qui nous ont laissé des belles bâtisses qui sont là, notamment pour les frères Dufresne, qui vont être maires de Maisonneuve. Ils s'étaient fait construire un petit château, c'est un manoir plus que d'autres choses, les frères Dufresne, dont le château Dufresne devient un musée et borde tout près le parc olympique rue Sherbrooke-Est. La communauté italienne est la première à marquer Montréal par sa cuisine, sans vouloir insulter les anglo-saxons, ni les anglais, ni les écossais, ni les irlandais, dont les emblèmes occupent 75% des armoiries de Montréal, ce qui est ridicule, n'ont apporté avec eux quoi que ce soit de mémorable, culinairement parlant, bien sûr. Mais les communautés italiennes, elles, portugaises, vietnamiennes, chinoises, indiennes, mexicaines, marocaines, pour ne prendre que ces exemples, nous ont quand même enrichis de leur cuisine. Faut pas oublier que ces Italiens qui vont montrer aux Argentins à manger. Peut-on le croire, à un moment donné, la minorité italienne était tellement grande à Buenos Aires, je vous fais voyager, chers auditeurs, que le gouvernement argentin va être obligé de passer une loi 101. Mais les Italiens, par leur cuisine, vont apprendre aux Argentins, qui étaient des mangeurs de steak, très bons steaks, les gauchos fournissaient le steak, le bœuf, vont apprendre aux Argentins à mieux manger et à leur introduire la cuisine variée, mais italienne. Alors, oui, ils nous enrichissent par leur cuisine. Si les querelles persistent à propos du voile islamique à Montréal, tout le monde peut au moins s'entendre pour vanter la succulente cuisine afghane. Les fléaux survenus à l'étranger ont donc eu des retombées culinaires quand même importantes à Montréal, puisque presque toujours, c'est la misère, la guerre ou la famine qui nous a valu des vagues d'immigration. Les pogroms et l'antisémitisme ont chassé d'Europe des milliers de Juifs qui se sont installés rue Saint-Laurent et dans le bas de Outremont. Les Portugais iront un peu plus tard, toujours rue Saint-Laurent, mais un peu plus au nord. Et on trouvera des Italiens dans Saint-Léonard. Villemort a aussi ses Italiens, La Salle, sans oublier la rue Jean-Talon. Les Irlandais, eux, qui travaillaient souvent comme ouvriers au canal de la Chine ou au pont Victoria, qui étaient des rivaux économiques directs du petit peuple canadien-français, se sont concentrés dans la pointe Saint-Charles, le village Auzois, qu'on a démoli, et dans le quartier Griffin. Les Chinois, eux, ont favorisé l'intersection de la rue de la Gauchetière et Saint-Laurent. Et j'allais oublier les Français. La haute cuisine française, c'est souvent confondu avec la nôtre, du moins à titre de version haut de gamme, de pendant aristocratique des repas gras et populaires du peuple, du pâté chinois, quoi. Pensez-vous que les grands bourgeois montréalais, canadiens, français se régalaient de pâté chinois? Les conquérants eux-mêmes, n'ayant pas de tradition culinaire enviable, adoptaient la cuisine française. Chez les Anglais d'Angleterre, ils savent que la cuisine française est celle du chic autour de la table. Du moins, une pâle imitation de celle-ci peut-être. Mais contrairement aux Italiens, qui entretiennent à Montréal une vision idéale de fleurs bleues,
de leur mère patrie, en oubliant qu'ils y mouraient de faim quand ils ont quitté l'Italie, les Français qui arrivent en grand nombre dans notre ville ne bâtiront pas d'église pour leur servir de phare. Ils ne vont pas idéaliser aussi la France, ou bien ils vont faire croire qu'ils étouffaient en France. Le plateau est nouvellement devenu une petite France, et c'est la gastronomie et non la religion, le restaurant et non l'église, l'élégance vestimentaire et non les colifichets sectaires qui distinguent ces nouveaux Québécois qui, malgré toutes les affinités culturelles qu'ils peuvent avoir avec nous, vont, à mon avis, quand même se constituer petit à petit en communauté un siècle après les Italiens de leur fameuse Église. Alors tout cela, chers amis, pour rappeler qu'en début, je voulais saluer Notre-Dame de la Défense et l'apparition des quartiers ethniques à Montréal. Dans l'autre volet, nous allons nous attarder sur une période importante où le gangstérisme et les cabaretiers faisaient beaucoup d'argent, et bien sûr, c'était avant l'apparition de la télé, et c'est cette période qui a été chère pour eux autres, la prohibition.